Euh, c'est avec un grand bonheur que je suis ici ce matin avec vous pour une discussion autour d'un spectacle qui, à mon sens, est inestimable, une valeur inestimable en tout cas par rapport à la question de l'écologie, mais aussi de la science, beaucoup, la présence de la science sur la scène théâtrale, parce que science et théâtre, ce sont deux formes qui, peut-être trop rarement, euh, ne cohabitent pas, cohabitent trop rarement, oui, c'est cela. Donc, je vais nous présenter rapidement les deux personnes avec lesquelles je vais avoir la chance de discuter pour la prochaine heure. Donc, d'abord, on a avec nous la biologiste Julie Drouin, qui a amorcé sa carrière dans le domaine de la biologie, où elle a complété un diplôme de maîtrise en écologie du comportement. Son intérêt pour le vivant s'est ensuite déplacé vers l'étude du mouvement humain. Depuis maintenant plus de 10 ans, elle enseigne la méthode Pilates et elle est aussi éducatrice somatique spécialisée en méthode Feldenkrais. Tu m'arrêteras si j'ai mal prononcé le nom de cette méthode. Avec nous, on a aussi le metteur en scène du spectacle Survie du vivant, Benoît Vermeulen, qui est cofondateur et co-directeur artistique du Théâtre Le Clou, qui est, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, qui ne sont pas très proches du milieu théâtral, le Théâtre Le Clou, c'est une légendaire compagnie de théâtre de création qui est principalement orientée vers un public adolescent. Benoît Vermeulen signe plusieurs des spectacles de la compagnie, dont Au moment de sa disparition, Romance et karaoké, qui, soit dit en passant, j'ai vu au secondaire, je m'en souviens. Euh, donc, gros souvenir en lisant la biographie de Benoît. J'étais comme, oh mon Dieu, on s'est déjà rencontrés indirectement. Et bon, donc, c'est ça, mais en scène beaucoup d'autres spectacles. Comme metteur en scène, il collabore régulièrement avec les théâtres institutionnels montréalais et enseigne dans les différentes écoles de théâtre. De 2007 à 2012, il est responsable de la section enfance-jeunesse du Théâtre français du Centre national des arts à Ottawa en tant qu'artiste associé au directeur artistique Wesley Wawad. Il s'est également vu remettre la reconnaissance de mérite artistique pour sa contribution exceptionnelle à l'univers artistique du théâtre pour adolescents en 2013. Et prochainement, nous pourrons voir sa mise en scène du spectacle Le virus et la proie lors de la prochaine édition du Festival Transamérique, donc très, très bientôt, une œuvre qu'il signe avec l'auteur et réalisateur Pierre Lefebvre. Donc, c'est ça pour les présentations de mes, je vais dire de mes compatriotes, à qui je vais laisser le soin maintenant de présenter à leur manière ce spectacle. Donc, je cède la parole à Benoît, si je ne m'abuse. Oui, oui, oui. Merci Pierre-Olivier, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je suis très content d'être ici. Je lui dis aussi d'ailleurs. On a pensé pour commencer, étant donné que personne n'a pu voir le spectacle, on a pensé juste faire, moi je vais faire une petite mise en contexte du début du spectacle et Julie va commencer la conférence telle qu'on la présente lors du spectacle. Donc, pour se situer, imaginons que quand on entre, on fait le spectacle toujours devant un public restreint, dans le sens qu'on espère qu'il n'y ait pas plus que 100 personnes. À date, on le fait devant 100 une fois et sinon devant une soixantaine de personnes, parce que le spectacle se veut aussi un échange avec le public. Donc, dès l'entrée des spectateurs, Jonathan, le comédien, est sur scène. Il place un peu les objets et il ouvre un dialogue avec le public en posant des questions. Et aborde surtout la notion de ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. Il se sert du lieu, il se sert des objets, entre autres des projecteurs ou en tout cas. Et à force de questionner le public, il arrive souvent, en tout cas jusqu'à présent, à la conclusion que ce qui est trafiqué par l'humain, ce qui a été transformé n'est pas naturel, comme un spot ou une bouteille de plastique, mais que ce qui est transformé par les animaux, comme une ruche d'abeilles ou un barrage de castors, c'est naturel. Bref, il s'amuse avec ces notions-là. Premièrement, ça nous permet d'établir tout de suite qu'il y aura de l'échange avec le public pendant la conférence, mais aussi qu'on va jouer justement sur cette notion-là, en tout cas ce désir de changer un peu l'angle de nos convictions ou en tout cas de notre façon de percevoir le réel.
Il introduit Julie. Julie vient se placer sur un banc à côté d'un écran, entre autres. Et sur cet écran-là, il demande à Martine, la régisseure, de mettre une image. Bon, en voici une. C'est justement la première image. C'est une image de la grève. C'est des images en mouvement un peu. C'est des plans fixes, mais en mouvement. Et c'est la grève à l'île verte. Et il s'en va. Il y a une musique qui entre. Les lumières dans la salle diminuent. On garde toujours une petite lueur pour pouvoir faire un échange avec le public. Il va chercher derrière cette espèce de structure que nous, on considère évoquer un microbe. Il la place sur la petite scène. Il prend un livre de poésie, lit un poème, puis la lumière s'allume sur Julie, qui commence la conférence. Alors, j'y vais. Juste avant de, de commencer, je veux juste vous avertir que j'ai la voix éraillée, j'ai un peu de la difficulté à parler, donc je m'en excuse, ça m'affecte un petit peu. Ceci étant dit, allons-y. Le texte qu'on vient d'entendre, dans ce texte, il est question d'une personne qui se promène sur le bord de l'eau, qui admire la nature, puis en fait, la personne décrit ce qu'elle voit. Et cette description-là de ce qu'elle perçoit, ben, ça fait état d'une certaine réalité. La réalité qui est celle qu'on peut percevoir, nous, les humains, à travers nos sens. Mais la réalité du vivant, elle est beaucoup plus vaste que cette réalité qui est perceptible à travers nos sens. Et comme on est dans une conférence sur l'interdépendance du vivant, ben, je vais vous inviter tout d'abord à faire un saut d'échelle vers ce qui échappe à notre regard, ce qui est trop petit pour qu'on puisse le percevoir à l'œil nu, le microscopique. Et pour moi, je trouve ça particulièrement intéressant de faire ce genre d'exercice, de s'intéresser à ce qu'on a de la difficulté à percevoir parce que ce qu'on ne perçoit pas, particulièrement ce qu'on ne voit pas, ça vient défier nos intuitions qui, elles, sont basées évidemment sur ce qu'on peut voir, ce qu'on peut percevoir. Donc, ça nous fait faire un pas de côté par rapport à ce qui est habituel. Et puis, ça me fait penser à une petite anecdote, en fait, qui s'est passée durant mes études en biologie qui concerne la vie microscopique, qui concerne les microbes. Un peu comme cet objet qui est à côté de moi. Je ne sais pas si c'est un microbe, peut-être. Alors, ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est que les microbes, donc un microbe, là, grosso modo, c'est un organisme vivant qui est microscopique, donc qui est unicellulaire. On peut penser à une bactérie, on peut penser à un champignon microscopique, on peut penser à un virus, un animal unicellulaire. Donc, les microbes, la grande catégorie des microbes, je ne sais pas pour vous, mais moi, a priori, quand j'entends le mot microbe, ça sonne yark, dégueu, wash, il faut s'en débarrasser. Hein? Je vois Monsieur Net dans ma tête. Là. Un microbe, c'est pas bon, on les aime pas. Mais en fait, ce que j'ai appris durant mon cours, c'est qu'au contraire, les microbes, ils sont essentiels. Ils sont essentiels pour tout ce qui vit sur la Terre. Donc, tous les organismes vivants ont besoin de microbes, ils sont en interaction avec une communauté microbienne. Et là, je vais rester branchée sur l'humain. Donc, nous, les humains, on vit en interaction avec une communauté de microbes et notre survie dépend de cette communauté de microbes-là. On parle du microbiote ou du microbiome. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme-là, ça commence à être popularisé dans les médias. Donc, on est comme un genre d'écosystème sur lequel et à l'intérieur duquel il y a une communauté d'êtres vivants microscopiques qui habitent. Donc, il n'y a pas une surface de nous qui n'est pas habitée par ces microbes. Et en fait, il y a tellement de microbes à l'intérieur de nous et sur nous que si on compte la totalité des cellules qui nous constituent, humaines et microbiennes, ben, il y a plus de cellules microbiennes que de cellules humaines. Donc, on pourrait peut-être se dire qu'on est presque plus microbes qu'humains. En tout cas, moi, ça, je trouve ça assez déstabilisant. Je trouve ça intéressant. Et effectivement, ça nous fait faire un pas de côté par rapport à nos intuitions. Donc, les microbes,
Le microbiote, c'est rendu une branche de la médecine. En fait, on étudie les effets sur la santé de cette communauté avec qui on est en interaction. Puis on sait que les microbes, notre microbiote, particulièrement celui qui est à l'intérieur de nos intestins, notre flore intestinale, est fondamental. Et si on a un dérèglement de ce microbiote-là, ben, il peut y avoir des maladies comme le diabète, des maladies inflammatoires. Et il y a une relation directe entre notre microbiote intestinal et notre cerveau. On parle de nos intestins comme un deuxième cerveau. Il y a une communication directe entre ces deux zones. Et puis, on sait qu'un dérèglement du microbiote peut entraîner des maladies mentales. Et ça peut même affecter notre comportement. Par exemple, si vous avez une envie irrésistible de manger un sac de chips, une poutine, un morceau de gâteau, ben dites-vous que ce n'est pas de votre faute. C'est à cause de vos microbes. Merci beaucoup, Julie et Benoît, pour cette mise en bouche un peu de ce début de spectacle qui, bon, pour ceux qui n'ont pas lu la description de l'événement sur le site web, oui, ce n'est pas un spectacle de théâtre traditionnel, c'est vraiment une forme qui est celle de la conférence. Conférence que vous décrivez, vous utilisez le terme conférence scientifique théâtralisée, une formulation qui nous en dit beaucoup sur sur une certaine hiérarchie, c'est-à-dire que ça me semble être une conférence scientifique, puis après, à la conférence scientifique, on ajoute justement cette dimension théâtrale avec les images, les objets. Mais bon, avant de nous avancer trop loin, j'avais une question sur cette rencontre-là entre conférence, biologie, théâtre. Comment est-ce qu'elle s'est... dans quoi est-ce d'où elle part, en fait? J'ai l'impression que c'est Benoît qui risque davantage de répondre à la question. Oui. En fait, ça a été un assez long cheminement parce que je dois d'abord dire qu'au Théâtre Le Clou, c'est vraiment une compagnie de création et de recherche, dans le sens que nos productions, on commence toujours avec des ateliers de recherche pure presque, autour d'un sujet ou autour d'une envie ou d'une forme, et avant même l'écriture du texte. Donc, cette fois-ci, il y a 3 ans environ, évidemment, bon, je me posais en tant qu'artiste et humain qu'est-ce que je pouvais faire pour participer à cette problématique environnementale-là, qui n'est c'était pas évident, bref, mais on a parti un atelier de recherche avec un auteur associé autour de, entre autres, j'avais décidé d'axer sur 3 notions. J'avais décidé d'explorer la notion justement de l'interdépendance du vivant, la notion de territoire et la notion de rencontre. Je ne sais pas pourquoi j'étais arrivé à ces conclusions-là, mais c'était l'angle par lequel j'avais décidé d'aller, vers lequel j'avais décidé d'aller pour aborder la question climatique. Et dans ces ateliers-là, j'ai invité beaucoup de gens. Comme je fais souvent dans les premiers ateliers, l'auteur est là, il s'inspire des jeux qu'on fait, en fait, c'est presque des jeux, n'est-ce pas, Julie? Et j'avais des acteurs, évidemment, mais pour nourrir ce processus-là, j'ai fait venir des spécialistes, dont un bouddhiste, quelqu'un qui était spécialiste de l'animation avec le public, parce qu'il y avait déjà cette notion-là de rencontre que j'avais envie de pousser. Et entre autres, Julie, qui connaissait bien, par l'entremise de Julie Vallée-Léger, qui est la conceptrice du décor, des costumes et des accessoires. C'est des amis de longue date. Donc, j'invite Julie, puis pendant les ateliers, je fais des jeux d'improvisation qui ressemblent énormément en regardant les images. Je me suis dit, mon Dieu, c'est resté complètement la base de la conférence. Parce que dans les ateliers, je mettais une image vidéo. J'avais filmé déjà beaucoup d'images à travers le Québec. Et on lisait un poème. Julie était là, elle regardait, elle écoutait le poème et elle se mettait à parler du sujet que lui inspirait le poème et l'image. Et avec une fluidité, puis en plus, il y avait toujours Francis Rossignol, le concepteur de son, qui était là aussi, qui lui aussi mettait de la musique. En tout cas, on tripait. C'était très inspirant. Suite à ces premiers ateliers-là, quand on a commencé à travailler sur la fiction,
parce que ça devait être un spectacle de théâtre, je me suis dit, je veux garder un spectacle de théâtre très éclaté dans lequel il y aurait une conférence, dans le sens que là, ça devait être une pièce de théâtre, plus classique, mais éclatée, un peu comme Romance et karaoké, disons. Et j'ai décidé donc d'intégrer Julie. Sauf que ce spectacle-là n'a jamais eu lieu, pour toutes sortes de raisons. Puis avec la pandémie, on a comme décidé de l'abandonner. Mais j'ai décidé de faire l'inverse, de me dire, non, il faut garder la conférence, c'est trop riche, c'est trop intéressant. Et donc, mettons la conférence en avant et ajoutons par-dessus de la poésie, de l'échange, un côté théâtralisé. Donc, c'est un peu pour ça la hiérarchie. D'ailleurs, le titre est conférence d'abord, mise en scène après, dans le sens que je pense que c'est le plus important parce que les gens, comme une compagnie de théâtre, pensent d'emblée que ça va être une conférence, mais avec une actrice qui fait la conférence. Tandis que là, ça nous aidait c'est vraiment une conférence. Le but, c'est que ça soit une conférence. Oui. C'est bien. Je vais parler un peu pour te laisser le temps de te brancher. Merci. Puis, je vais poser aussi, je vais me tourner vers Julie, en fait, parce que tu soulèves un aspect qui me semble fondamental. Le fait de partir, c'est le fait que ce soit une véritable biologiste qui prenne la parole, plutôt que d'écrire un texte avec une biologiste, par exemple, puis le faire dire par un acteur. Il y a un déplacement ici. Donc, je me demandais, Julie, comment a été comment as-tu vécu ce déplacement-là vers la prise de parole, la présence physique aussi sur scène? Parce que, bon, la biologie, ce n'est pas vraiment un univers de performance nécessairement absolu, tu me détromperas. Vas-y, Julie, je te laisse. Ben, c'est sûr que la biologie, on peut considérer ça comme plus intellectuel, mais j'avais déjà pas mal d'expériences de transmission parce que mes premières jobs comme biologiste, c'était de l'interprétation de la nature. J'ai enseigné comme biologiste aussi. Puis, en tant qu'éducatrice somatique, maintenant, je suis aussi enseignante. Donc, je suis habituée de prendre la parole devant des gens. Ce qui était nouveau pour moi, c'est d'être sur une scène. Ça ne m'était jamais arrivé de cette façon-là. Donc, c'est sûr que c'est un genre de choc. La première fois, ça a été un choc, puis on finit par s'habituer un peu. Mais sinon, je me sentais quand même dans mon élément d'être dans cette posture-là parce que ça correspondait à quand même mes expériences. Vulgarisation, transmission, enseignement. Puis franchement, là, même si c'était un choc, ça ne paraissait pas. Parce que, non, mais c'est vrai. Non, mais Julie, elle impose quand même quelque chose de très, très doux et très simple et très sincère, à l'aise. Parce que même en atelier, quand on a monté la conférence, j'ai joué sur des fois, on a fait un atelier l'année passée, on avait une résidence à Terrebonne et c'était devant des jeunes, puis je leur demandais, OK, vous niaisez, ou vous riez trop, ou vous ne parlez pas assez fort, ou il y a trop de questions. Puis là, les autres ne le savaient pas, mais Julie, elle réussissait avec ça, elle naviguait très, très, très bien, dans le sens que c'est une grande improvisatrice aussi, en fait. Voilà, ça, je voulais dire. Ben, tu disais tout à l'heure que l'un des 3 aspects qui sont à la base, c'est la question de la rencontre. À ce moment-là, pour moi, cette interaction-là, cette rencontre-là, tout à fait cohérente avec l'ensemble. Puis, un aspect qui m'a semblé très intéressant. Puis bon, de mon côté, à l'université, je travaille sur le rapport entre théâtre et sciences, donc ça m'habite par ailleurs. Mais ce que j'ai trouvé le fun, c'est dans la description du spectacle, vous parlez de susciter l'émerveillement. C'est une formule qu'on va très peu associer aux sciences. Les sciences, c'est pas là pour du rêve, c'est là pour la réalité pure et dure. Puis à ce moment-là, moi, je pense par exemple à Baptiste Morisot, par exemple, qui décrivait la crise environnementale comme une crise de la sensibilité. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver des manières d'être sensible à l'environnement. Puis j'avais l'impression que chez vous, la science servait un peu de véhicule d'émerveillement, en fait.
est-ce que je semble dans les parages de votre état d'esprit ou m'éloigne-je perdu dans ce dessin? Non, mais c'est à peu près ce que tu décris. Puis d'ailleurs, Julie me fait découvrir Baptiste Morisot beaucoup, je ne le connaissais pas avant, mais cette idée-là puis moi, en fait, ça m'a permis en tant qu'artiste de me dire, OK, ce qui est intéressant pour parler de la crise climatique autrement que de façon, entre autres, on n'avait pas le goût d'être alarmiste, ni surtout d'être, ça n'avait pas de sens d'être, comment on pourrait dire, d'informer qu'il y a une crise climatique. C'est dans le sens que fallait dépasser, il fallait trouver un angle. Et l'angle, effectivement, de raconter le vivant autrement, mais de façon plus sensible, en plaçant le vivant au centre et non pas l'homme, l'humain, en tout cas, pas l'humain au-dessus, mais donc l'humain qui fait partie intégrante de ce vivant-là, et était très important. Et aussi, c'était pour ça le côté, l'espèce de dialogue avec la poésie et la science, c'était justement pour dire un peu la vision de la science, qui est très, très belle, parce qu'on parle vraiment d'interdépendance magique, en fait. Puis Julie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle en parle de façon aussi où elle dit à quel point ça l'a impressionné d'apprendre ces choses-là aussi, dans le bon sens du terme. Mais c'était aussi pour dire que la science a une vision de la réalité qui est tout à fait belle et elle existe, mais ce n'est pas que ça, la réalité. Et la réalité est aussi dans un poème, ça revient, on parle peut-être on parle d'une chose, et on peut parler je sais pas moi, d'un orage en poésie, et ça va être aussi vrai que si on décrit comment ça se passe techniquement. Donc, bref, on avait le goût de ce mélange-là, puis c'est même dans l'interprétation, parce que Julie ne décrit pas de façon froide et technique ou scientifique, elle les décrit de façon intime et comment elle expérimente le rapport à ces connaissances-là. Donc, c'était vraiment le fond de notre... En tout cas, le désir que ce soit ça que le public parte avec cette espèce de notion de sensibilité face aux notions scientifiques. Et de ton côté, Julie, la question de l'émerveillement, donc Benoît te donne un peu un aperçu, mais est-ce qu'en biologie, par exemple, dans tes expériences, est-ce que cette question-là de la sensibilité est mobilisée, beaucoup, pas beaucoup? Je pose la question aussi parce que, bon, en étant personne dans le milieu des arts, théâtre, complètement, c'est assez loin de moi, donc j'aimerais ça en entendre un peu. Oui. Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à la science. Je côtoie beaucoup d'artistes, puis en tant que dans mon background de scientifique, j'ai l'impression d'avoir toujours été dans un processus créatif qui faisait appel à l'ensemble de ma personne, dont ma sensibilité. On est l'humain qu'on est. Et c'est sûr que quand on fait de la restitution scientifique à travers des articles ou à travers des statistiques, il y a l'exercice d'objectivité qui est, selon moi, impossible, mais on tente l'objectif de l'objectivité. Mais quand on est en train de produire la science et qu'on est en train d'étudier la science, ben là, on est des êtres sensibles et on le reçoit d'une façon sensible. En tout cas, moi, ça a toujours été une partie super importante dans mon processus. Observer la nature, être dans la nature. Je me souviens les premières fois que j'ai regardé des pétris et que je regardais des cellules, j'étais comme dans un état de transe, là, tellement je trouvais ça beau. Donc, et je dirais aussi que d'apprendre le fonctionnement des choses me rend plus sensible aussi. Parce que c'est invoqué, je le sais comment ça fonctionne, donc ben, j'ai une idée d'un certain fonctionnement, donc ça influence ma sensibilité. Il y a un dialogue constant entre les deux. Puis, je ne sais pas si vous regardez des vidéos de Feynman, qui est un grand physicien, il ne fait que parler d'imagination. Donc, cessons d'avoir ces préjugés. Yes, on sort aujourd'hui avec un manifeste. Oui, oui, oui. La science en processus sensible, créatif. Non, je suis très sensible à ça parce que, bon, ce sont des divisions disciplinaires qui, entre, mettons, les humanités ou ce qu'on appelle les humanités, les sciences naturelles, comme s'il n'y avait aucun commun.
votre approche révèle vraiment justement ce qu'il y a de commun dans des approches très, très qu'on pourrait a priori se dire ah c'est des opposés, il n'y a pas de parenté. Par ailleurs, la question de la poésie que Benoît a soulevée tout à l'heure, comment est-ce que vous avez procédé à ces choix-là? Tel poème, je sais, il y a un passage que vous lisez Marie-André Gill, il me semble. Je ne les ai pas tous notés. J'étais dans la salle de spectacle à noter dans le noir la semi-pénombre, donc vous m'excuserez. Mais c'est ça, qu'est-ce qui a dirigé vos choix? Ça a été le travail en répétition. Moi, j'avais quand même identifié beaucoup de... Ben, à la base, c'était des auteurs qui abordent un peu leur rapport à la nature, soit au paysage. Soit un qui est très... Le seul qui a 2 extraits, c'est Hélène Dorion. C'est un magnifique livre sur le paysage avec il y a des photos et des réflexions poétiques. Il y a Pierre Morancy, il y a Robert Lalonde. Mais c'était en fait, comme je disais, dans mon premier atelier, j'avais emmené plein d'extraits qui évoquaient le rapport sensible à la nature d'un point de vue poétique, donc d'un point de vue très ouvert. Et en même temps, c'était comme un outil pour partir la recherche qui est resté finalement à la toute fin en se disant, bon, on va garder cette idée-là pour faire le contrebalan entre le sensible et le scientifique. Parce que c'est ça, je m'étais posé la question à un certain moment du spectacle. Là, je m'éloigne un peu, mais je vais y revenir tout à l'heure. Je vais me laisser une petite note par rapport à la poésie. Dans une entrevue, vous avez parlé, dans l'entrevue qui est présente sur le site du Théâtre Le Clou, d'ailleurs, si quelqu'un veut aller l'écouter, c'est super intéressant. Vous mentionnez Baptiste Morisot. Vous parlez de l'importance de décentrer notre regard. Ça, c'est une idée qui est très présente dans les réflexions sur ce qu'on pourrait appeler l'éco-poétique, c'est-à-dire les œuvres qui prennent le parti de parler de l'écologie, de l'ensemble de ce qu'on a appelé la nature, par opposition comme à la culture humaine. Comment est-ce que vous avez fait pour... Parce qu'un problème, ou en tout cas un problème, c'est pas vraiment un problème, c'est plus une question qu'on pose, c'est quand on veut décentrer par rapport à la perspective humaine pour parler de la nature, comment faire pour ne pas se ramasser à une espèce de dialogue, parler de la nature pour parler de l'humain? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que parfois, on rencontre des œuvres qui vont parler de nature, mais la nature, au fond, c'est plus une métaphore de nous, puis la nature devient une excuse pour parler de l'humain d'une autre façon. Je sais pas si mais moi, je pense que déjà, dans les choix parce que autant on avait beaucoup de choix de poèmes là, que j'avais trouvé d'extraits, mais aussi dans le fait que Julie, on avait aussi beaucoup de sujets, parce que Julie, elle a ouvert plein de portes de sujets. On a quand même fait le choix de prendre des sujets qui, justement, on parle du fait, et le fait scientifique, biologique, et ce fait-là est assez riche et merveilleux. Et on fait « wow, c'est de même que ça fonctionne », pour ne pas être obligé de faire un lien qu'on est en train de parler de nous. D'ailleurs, Julie, tu peux en parler, parce qu'elle parle de l'anthropomorphisme dans le spectacle, le besoin de l'éviter. Ben oui, pour moi, en tout cas, je pense que ma formation en sciences m'a vraiment aidée à me décentrer. Je ne connaissais pas ce mot-là à l'époque. J'avais un vide de représentation par rapport à ça, mais je sentais ce besoin de juste essayer de mettre de côté mes a priori et de m'intéresser à la chose telle qu'elle est le plus possible. Et c'est vraiment un enseignement
qui vient de ma formation scientifique. Après ça, il y a d'autres approches. La méditation peut permettre de faire ça aussi. Mais donc, je pense qu'en science, il y a quand même ce désir-là. Après ça, qu'est-ce qu'on fait des données scientifiques? Ça, c'est autre chose, là. C'est un autre sujet, mais dans la production, dans la démarche, il y a ça. Puis aussi, il y a une grande section qui est basée sur les végétaux et les champignons. Puis quand on parle de végétaux et de champignons, pour moi, c'est une des plus grandes expériences d'altérité qu'on puisse faire parce que c'est tellement différent de nous. Ça n'a tellement rien à voir avec le fonctionnement des humains. Et moi, j'ai fait une maîtrise en relations plantes-insectes. Donc, ça fait longtemps que je m'intéresse à essayer de m'extraire de mon point de vue puis de rentrer du point de vue d'un animal. Là. J'ai ce souhait-là d'un insecte ou d'une plante. Mon Dieu, ce serait mon rêve. Là. Mais on ne peut pas s'empêcher d'être dans notre regard non plus. Le monde nous traverse à travers qui on est des humains, donc c'est aussi, peut-être que c'est utopique de penser de complètement se décentrer. Ben, de toute façon, j'ai l'impression que la thématique du spectacle nous en dit déjà beaucoup. On parle d'interdépendance et tu l'as dit aujourd'hui même en présentant le spectacle, nous sommes un écosystème. Nous aussi, à l'intérieur, il y a une espèce de mise en abîme d'une certaine manière. Il y a le grand écosystème, l'écosystème que nous sommes, l'écosystème dans lequel on est. Donc, il y a des interrelations. Puis, il y a un passage du spectacle qui m'a semblé très intéressant, justement, sur des parentés, peut-être, entre le fonctionnement de quelque chose qui est autre qu'humain. C'est cette relation-là entre les orchidées et les abeilles. Qui m'a beaucoup, beaucoup frappé. J'aimerais, les gens qui n'ont pas vu le spectacle, peux-tu nous présenter vite cette interaction fascinante? Oui, en fait, il est question de pollinisation. Donc, la pollinisation, c'est la reproduction sexuée des végétaux. Les végétaux, ils ont besoin d'un intermédiaire pour pouvoir se reproduire parce qu'ils sont immobiles, ils ne peuvent pas se déplacer. Et les insectes vont souvent servir d'intermédiaire. Donc, un insecte, en allant se nourrir sur une plante, va se frotter sur les organes sexuels mâles, il va avoir du pollen qui va se poser sur son corps, puis en allant chercher un prochain repas, s'il se pose sur la même espèce de fleur, bien, ce pollen-là va venir se déposer sur l'organe sexuel femelle. Donc, ça, c'est la pollinisation. Dans le cas de l'orchidée et de l'abeille en question, parce que ça, c'est comme un mécanisme générique. Plusieurs types d'insectes différents peuvent polliniser plusieurs types de plantes différentes. Mais dans le cas de l'orchidée en question puis de l'abeille en question, on parle plus de coévolution. C'est-à-dire que ces deux espèces-là se sont développées à travers une grande période de temps, se sont développées côte à côte et ont comme développé des mécanismes relationnels très, très étroits. Puis, dans le cas de cet exemple-là, c'est que l'orchidée, elle utilise le mimétisme pour attirer l'insecte. Donc, la fleur mime l'abdomen de l'insecte, mais carrément, là, quand on regarde la fleur, on a l'impression que l'insecte est là. Puis, il va mimer, en fait, l'abdomen femelle de cet insecte-là, de cette abeille-là. Donc, l'abeille va venir sur la fleur, non pas pour chercher du nectar pour se nourrir, mais pour copuler avec elle. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que, en fait, la fleur ne produit pas de nectar, donc l'abeille ne peut pas se nourrir. Mais l'abeille va quand même permettre à la fleur de se reproduire. Donc, on peut le voir comme un leurre. L'explication classique, c'est que la plante a leurré l'insecte. Mais on peut aussi avoir une vue alternative, c'est-à-dire que c'est peut-être que l'insecte va se frotter sur la fleur parce que c'est le fun. Il y a peut-être une question du plaisir là-dedans. Puis en fait, je me suis inspirée d'un livre qui traite de ça. Là. Est-ce que tu parles de l'ouvrage Le ravissement de Darwin? Exact. Ouais. J'allais le chercher à la bibliothèque et il y a une phrase que j'ai trouvée fascinante, que je tiens à partager, qui est tirée de la préface.
une écologie des orchidées et des abeilles ne peut être qu'une écologie du désir. On parle de décentrement, justement. On est vraiment là. C'est-à-dire que la question du désir est pas vraiment abordée quand on parle de plantes, d'insectes. C'est comme si c'était des existences extérieures à la question du désir. Alors, Julie, je te vois faire des faces. Mais c'est qu'il y a un long historique par rapport aux orchidées. Si on lit les botanistes là, du 17e siècle, 18e siècle, les orchidées sont tout le temps décrites comme des organes génitaux. Puis on a ça fait longtemps qu'il y a cette histoire du désir à travers les orchidées. Mais là, ce qui est particulier, c'est d'attribuer le plaisir à l'insecte. Mm-hmm. Et que ces deux organismes-là pourraient éprouver une forme de désir l'un envers l'autre. Donc, ça, c'est la nouveauté. Super. Oui, mais c'est justement, c'est ça, comment poser des questions qui sont à même de... Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas en train de parler de l'humain nécessairement, mais d'une certaine manière, on crée du lien, si tu veux, entre l'expérience humaine, l'expérience, parce qu'on peut vraiment parler d'une expérience. Les abeilles, même individuellement, ont des expériences, ils vivent des affaires, Puis c'est un enjeu qui est évité beaucoup. Même chose pour, tout à l'heure, tu parlais des champignons qui sont très, très importants pour le développement de toute forme de vie, en fait, dans les forêts. Il y a justement, c'est ça, des relations à créer, j'ai l'impression. Puis le spectacle sur Vie du vivant à ce moment-là, me semble comme un vecteur très intéressant pour, comme vous parlez, de créer des ponts sans nécessairement dire les humains sont comme les abeilles ou les abeilles fonctionnent pareil comme les humains, mais de dire, même si on ne parle pas d'humains du tout, ce qu'on voit objectivement, les données nous donnent à voir une expérience du monde qui n'est pas absolument radicalement éloignée de celle d'un humain. Il y a des points communs, cette question-là du fun, le fun de l'abeille, que je trouve particulièrement intéressante. Ça m'amène à une autre. Benoît a ouvert son micro. Je ne sais pas si tu veux... Non, mais ce que j'allais dire par rapport à ce que tu dis, dans le spectacle, il y a une des choses que Julie aborde très bien puis qu'on a mis en avant, c'est qu'effectivement, mais comme elle a dit tantôt, Julie, il y a une grande différence entre le monde végétal et animal, et on voit beaucoup la théorie, parce qu'à un moment donné, il y a une section qui est sur l'évolution, à la transmission, mais c'est aussi donc sur l'évolution. Puis, il y a toute cette notion-là de la théorie d'évolution qui était axée sur le combat du plus fort, c'est bon. Et alors que le monde végétal, moi, je pense qu'un des messages les plus importants de ce spectacle-là, si on parle en termes de message, c'est de regarder comment fonctionnent les végétaux dans le sens de communication, de coopération. Les forêts sont des écosystèmes de coopération. En fait, la façon de survivre est par le partage et la coopération. Ce n'est pas la chose que l'humanité fait le mieux ces temps-ci, en tout cas, depuis très longtemps. Bref, il y a comme une leçon à apprendre de la différence fondamentale qu'il y a entre le monde végétal et les humains. Mm-hmm. Bien, ça fait penser à une phrase du botaniste Francis Allais qui disait « Les arbres sont plus intelligents que nous ». Ce qui est vrai, puis tout ce que ça nous demande, en fait, quand j'entends ça, c'est de dire, ben, notre conception de l'intelligence, c'est à déplacer peut-être. Qu'est-ce qui est considéré intelligent, pas intelligent? C'est toute une hiérarchie qui est à réévaluer. Quand il s'agit de porter attention, de créer d'autres sensibilités face au monde vivant. C'est de ça dont il est question, de se dire il faut essayer d'être justement sensible à ces formes d'expérience qui, sans être les nôtres, ne sont pas nécessairement
radicalement éloigné. Tu sais. Puis par rapport à la nature, j'ai une question. Tu sais, souvent, il y a certaines perspectives aussi qui disent pour décentrer l'humain, eh bien, il faut valoriser les présences d'autres qu'humains sur les scènes de théâtre, par exemple. Donc, utiliser des objets. Dans votre cas, j'ai l'impression que ça passe beaucoup par ça, de susciter une présence végétale par le biais d'objets. Comment est-ce que comment avez-vous procédé ou quels moyens avez-vous trouvé pour justement, parce qu'on ne peut pas déraciner un arbre et l'amener sur scène, je veux dire, ce serait terriblement violent, pauvre arbre. Comment est-ce que vous avez navigué cette zone-là sur comment rendre la nature présente? Parce que sinon, on se retrouverait devant la conférence de Julie, qui, aussi incroyable qu'elle est, Julie n'est pas un élément de la... ne fait pas partie du monde végétal. Tu m'arrêteras si je te mégenre. Mais comment avez-vous travaillé pour rendre la nature présente dans le spectacle? Bien, évidemment, ça a été ces vidéos-là, hein, dans le sens que, puis même, comme c'était pendant qu'on le travaillait, c'est moi qui ai été les prendre, c'était quand même, c'est des longs plans fixes de 7 minutes environ qui ont été pris un peu partout à travers le Québec pendant 2 ans. Mais il y avait comment je pourrais dire, un désir esthétique de ma part, mais d'aller s'asseoir, puis de filmer, de placer une caméra, puis des fois, je l'avais dans ma main, là, 7 minutes à regarder un champ ou à regarder. Déjà, ça, on m'a dit que pour moi, c'était déjà quelque chose que je ne faisais pas. Fait que je dis juste que c'est une façon, même si c'est sur vidéo, étant donné que c'est des plans fixes et c'est des plans où on sent quand même le vent, on sent des fois il y a des insectes qui passent. J'ai l'impression que la nature est présente grâce à ça. Puis en plus, parce que Julie s'en sert beaucoup aussi des images, elle va s'en imprégner. Puis bon, les poèmes sont souvent reliés aux images. C'était la façon, en tout cas pour nous, même si c'est faux, hein, une image, c'est pas la réalité, mais ça a été une façon quand même pour qu'elle soit, j'ai l'impression, présente sur scène. Ouais. Mm-hmm. Mais je pense que quelque chose que tu dis ici, c'est aussi la question du temps qu'on prend. C'est-à-dire que la nature n'est pas que quelque chose qui nous entoure, puis qui est juste là, puis qui est une image, justement. C'est le fait qu'on y soit longtemps, que des détails se révèlent, que dans ce qui semble immobile, on peut apercevoir, il y a du mouvement, il y a de l'interaction. Tu sais, je pense que ça participe à cette vie-là. J'ai l'impression, je dis ça de même, j'y ai pas pensé. Ouais. Mais je te dirais même, moi, là, que dans le spectacle, c'est un désir, hein, cette espèce de douceur et de lenteur. Il y a quelque chose que les gens me diraient, mon Dieu, pour ado, ça commence très doucement, un poème. On met ça vraiment, Julie, la façon qu'elle a commencé tantôt, c'est ce ton-là, c'est très, très doux, c'est très... Elle pourrait dire ça, j'ai mal à la voix dans une des représentations, ça se pourrait très bien. Et c'est cette espèce de rapport-là qui n'est pas du tout OK, on va vous intéresser. Tu sais, c'est comme on entre, on prend le temps, on est ensemble, on prend le temps. Ben, oui, un peu comme il faut peut-être de prendre le temps par rapport au vivant. Tu sais, c'est un peu ça. Puis ça, je suis très content parce que, tu vois, on sort d'une semaine, la semaine passée, de représentation devant différents groupes de jeunes. Il y avait eu celle à Longueuil, la représentation où tu étais. À Laval, là, on a fait 7, dont une grand public avec presque beaucoup de scientifiques et d'intellectuels, mais ça a été super bien. Et alors que le matin d'avant, c'était des secondaires 2, alors j'avais l'impression que c'était un peu jeune. Mais il y a quelque chose qui s'impose, il y a quelque chose qui fait qu'ils finissent par participer beaucoup, puis sortir des réflexions ultra sensibles plus le spectacle avance. Bref, je mise beaucoup sur cette douceur et cette bienveillance, en fait, face à l'humain et face à la nature. Tu sais. D'ailleurs, parlant de réception, est-ce qu'il y a des moments où, est-ce qu'il y a des dialogues qui vous sont, qui ont émergé pendant le spectacle, qui vous ont semblé particulièrement intéressants? Julie, est-ce que tu as été vraiment surprise par certaines interventions? Parce que, en effet, quand je l'ai vue, c'était la seule représentation. Je suis vraiment content
de voir que que ça l'a tourné un peu. Euh, J'aimerais ça vous entendre. C'est ça. C'est quoi la présence que les adolescents ont pris euh, dans les représentations? Dites-moi plus. Ben, ça a pris différentes formes parce que pendant la conférence, on ouvre des possibilités de questions. C'est beaucoup Jonathan, l'acteur qui est sur scène, qui est le médiateur, puis il est extrêmement bon pour faire ça. Il s'est comme découvert un talent, je pense. Il est vraiment très, très bon pour que les jeunes se sentent pris au sérieux. Donc, les jeunes pouvaient poser des questions par rapport à certains sujets, donc comme la question des mycorhizes, l'interaction symbiotique entre les végétaux et les champignons. Il y avait pas mal de questions là-dessus. Et il y a une section du spectacle qui a suscité le plus de questions. Il y en a une là, que là, je ne sais pas, ça les faisait vraiment réfléchir. C'est on parle, tout à l'heure, Benoît disait qu'il y a une section sur l'évolution, on parle de la transmission de la mémoire. Et à un moment donné, Jonathan, il demande, est-ce qu'on peut se souvenir, d'après vous, du temps où on était dans le ventre de notre mère? Et là, toutes sortes de questions, de réponses qui ont émergé tellement intéressantes. Et là, il y avait toute la question, pour moi, de la conscience qui émergeait. Qu'est-ce que ça veut dire être conscient? Qu'est-ce que ça veut dire se rappeler la mémoire? C'était d'une richesse exceptionnelle. On a eu un groupe en particulier où on avait 2 élèves qui étaient comme des petits philosophes en herbe. Là, ils posaient des questions incroyables sur le sens, sur l'anthropomorphisme, sur le sens des choses. Beaucoup, beaucoup de profondeur. Puis, ce qui est intéressant de ça, c'est que Benoît m'a entendu le dire, mais les représentations avec les adultes, on veut souvent bien paraître, poser des bonnes questions, on s'écoute un peu parler des fois. Tandis qu'eux, ils sont comme plus spontanés. Puis j'avais des questions qui étaient de l'ordre de la science-fiction des fois. C'était tellement cool. C'est d'une richesse, là. Je ne m'attendais pas à ça. Oui. Ben, tu sais, ça révèle un imaginaire aussi qui est très actif, mais ça montre aussi comment la conférence scientifique théâtralisée a un potentiel, justement, ça génère une forme d'engouement ou de curiosité qui me semble vraiment susciter. Et cette question-là, t'en parles maintenant, je m'en souviens très bien quand je suis allé le mois passé. Euh, euh, L'adolescent ou l'adolescente qui disait selon moi, on s'en souvient pas, mais on garde une marque inconsciente. Là, j'étais comme, mon Dieu, on est dans la psychanalyse aussi. Tu sais, une grande, grande richesse. C'est ça donne confiance d'une certaine manière. Là. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de pessimisme, j'ai l'impression, par rapport à l'avenir, mais le fait de cette curiosité-là, je trouve que c'est plein de lumière. Bref, ça m'a redonné foi en l'humanité future. Donc, je vous lève mon chapeau. J'avais quasiment abandonné le bateau. La discussion prend une autre direction. Je vais me retenir. Par rapport à l'autre comédien, comment est-ce que, Jonathan, comment est-ce que vous parlez de lui comme d'un intermédiaire entre la conférence, le public, et il va aller chercher l'attention. Comment est-ce que vous avez déterminé, parce que j'avais l'impression, quand je l'ai vu, je suis comme, il sert aussi un peu de ressort comique d'une certaine manière, fait des blagues, arrive déguisé. Je me demandais comment vous l'aviez envisagé. Puis par la suite, je pense qu'on va devoir ouvrir vers le public. Il arrive midi. Donc, effectivement, pour moi, il y avait une notion d'alléger. Ça, c'est vrai, de jouer, de transposer. Parce qu'en fait, c'est comme si dans notre tête, c'est un performeur qui s'amuse avec. Il a déjà entendu la conférence et il transpose par des petites installations artisanales faites à partir de matières recyclées le contenu de Julie, en gros. Et aussi, en plus, il adore la poésie, c'est lui qui a trouvé ces extraits. Fait qu'en gros, c'est ça, il joue avec le son, il joue avec la voix, il prend des... Et il est effectivement l'intermédiaire. Mais il faut dire que dans tout le processus, même dans le départ, là, avant, quand je pensais que ce serait une fiction, on faisait ça. Il y avait un comédien qui
dans nos jeux d'improvisation, il y avait la notion d'entretien. Donc, le comédien, moi, je lui donnais des contraintes, puis il posait des questions à Julie ou aux autres. Mais donc, c'est resté comme dans cette idée-là que l'entretien a lieu entre Julie et lui et s'ouvre parfois vers le public, revient entre Julie et lui. Ça permet aussi d'aborder tout le côté philosophie et éthique, parce que ça permet d'ouvrir sur ces notions-là par les questions qu'ils posent. Donc, ça élargissait un peu le contenu, puis c'est le même qu'on l'a imaginé. C'est pour ça qu'il est tout en blanc, entre autres, avec des... C'est comme si c'était lui qui avait organisé cette rencontre-là avec le public, qui avait convié Julie à venir. Oui. Puis en même temps, il est un peu une espèce de projection des adolescents sur scène parce qu'il fait un peu office de la personne qui ne sait pas par moment, qui pose les questions à Julie. Qui commente, qui dit des trucs un peu niaiseux de temps en temps, puis ça nous fait rire. Il y a même la notion de désir, d'ailleurs, qui pose la question. Hein. Oui, puis donc là, il arrive midi. Je vais terminer notre section discussion avec le partage d'images que je n'ai pas eu le temps de partager. Je vais vous demander ensuite de réagir à ces images qu'on va ouvrir vers le public. Pourquoi? Parce que le spectacle, en tout cas, ce que j'imagine beaucoup comme la fin, on apporte une cocotte, bon, j'appelle ça une cocotte à tourtière parce que j'ai du Lac-Saint-Jean, dans laquelle on a de la mousse, dans laquelle, bon, ça s'étend évidemment sur plusieurs minutes. Puis, il y a l'entrée de Julie dans le paysage, dans la projection. J'aurais aimé ça savoir comment vous avez construit cette image-là, pourquoi terminer ainsi le spectacle. Peut-être que mon souvenir est complètement faux et que ça ne finit pas de même. Vous me direz si je suis en train de déblatérer. Mais c'est sûr que dans la construction, plus on allait, c'est comme si toute la dernière section est reliée sur l'expérimentation de toutes ces notions-là. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'il y a cette mousse-là, puis on l'arrose, donc il y a les odeurs, c'est pour Julie, mais il y a quelque chose qui est dans l'ordre de tout à coup, on a parlé, on a toutes les notions. Maintenant, Julie invite, entre autres, le public à aller expérimenter, à aller se promener dans la nature. Puis il faut dire qu'aussi, c'est la section où on parle de la notion des bains de forêt au Japon, donc le côté thérapeutique même de la nature, de la présence de la nature. Et donc, bon, j'ai hésité de la faire passer par l'écran à la fin, dans le sens qu'il y a une image juste avant qui est très belle aussi, parce qu'il y a la forêt, puis il y a des mains qui sortent par les lattes puis qui caressent la forêt. Je me disais, à un moment donné, on finissait par ça, mais maintenant, elle rentre dans la forêt. C'est une façon de clore aussi théâtralement. Puis je pense que l'image est parlante, on se confond. On a envie d'être ensemble et non pas d'être extérieur.